Né au Sénégal, naturalisé français en 1932, Léopold Sédar Senghor est connu comme l'un des pères de la négritude. C'est aussi un combattant de la Seconde Guerre mondiale. Mobilisé en 1939, il est affecté au 31e régiment d'infanterie coloniale. Le 20 juin 1940, 2 jours avant l'armistice, Senghor est fait prisonnier. Séparé des combattants blancs, Senghor et ses compagnons noirs échappent à la folie meurtrière et raciste des troupes allemandes grâce à l'intervention d'un officier français. Mais ailleurs, dans toute la France, comme à Chasselet près de Lyon, des centaines de combattants africains sont massacrés. Cette haine des Noirs est le fruit d'une intense propagande. Elle trouve sa source dans la présence des tirailleurs sénégalais dans la Roure dans les années 20. Les Allemands l'appelèrent la honte noire. Après 18 mois de captivité dans des Frontstalag, Senghor est libéré. Il s'engage alors dans le Front national universitaire pour soutenir la résistance. Au lendemain de la victoire, il devient député de la 4e République française, élu du Sénégal. Il sera ministre et enfin, à l'heure des indépendances, premier président du Sénégal. Jamais il n'oubliera ces heures tragiques de juin 1940 qu'il évoquera dans le poème Hostie noire. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement, mais je déchirerai les rires bananias sur tous les murs de France. On a reconnu évidemment la voix de Lilian Thuram. Alors, beaucoup d'éléments que nous ne connaissions pas, même si Léopold Sédar Senghor est une personnalité connue aujourd'hui par le plus grand nombre, cette question de la séparation des soldats noirs. C'était un moment terrible. C'est-à-dire que cette haine, elle se fabrique en Allemagne par la propagande dès les années 20. Jean-Yves connaît bien le sujet, il a fait un très beau livre sur la honte noire. Cette présence de combattants dans la Roure et sur le Rhin va déclencher un racisme manipulé par les ligues nationales allemandes qui va faire que les Allemands vont considérer les Noirs comme pire que des Juifs à ce moment-là. C'est terrible parce que la pensée collective allemande a retenu cette idée. Ces combattants en 40 arrivent avec cette haine en eux. Et dans certains cas, ils vont donc arriver au combat, faire des prisonniers de l'armée française, séparer les Blancs de ceux qui n'étaient pas Blancs, donc dans certains cas, des Antillais comme des Marocains ont pu se retrouver comme ça, et ils vont être massacrés par l'armée allemande. Sur l'ensemble du territoire français, on estime aujourd'hui à plus de 60 lieux qui ont connu des massacres. Et si vous allez à Chasselet, à côté de Lyon, vous verrez en pleine campagne un mémorial où 188 tombes, notamment, rendent hommage à ces combattants massacrés par l'armée allemande. C'est une histoire qui est à la fois plein au cœur de notre histoire à nous, mais elle raconte une histoire du siècle, une histoire du racisme, mais en même temps, elle raconte aussi une histoire incroyable, comment la haine, si on ne la combat pas, peut produire jusqu'à la mort. Et là, on a un exemple emblématique que la France a subi dans son histoire et qui, à travers ce film-là, va permettre à des enseignants, par exemple, puisque cette série va être libre d'accès pour tous les enseignants de France, dans nos outre-mer comme dans l'Hexagone, mais aussi ailleurs, va permettre de lancer des fois la réflexion, de partir pour faire une leçon sur ce sujet-là, et de prendre un exemple comme Senghor, pour raconter ce moment de notre histoire de France. C'est, je pense, rendre hommage à ceux qui ont été massacrés hier, mais aussi à ceux qui continuent, des fois dans ce pays, à subir des discriminations issues de ces vieux discours des années 20-30. C'est aussi à ça que sert cette petite série, en 2 minutes, une tête d'épingle, commencer à lancer une leçon collective. Oui, c'est vrai, quand tu dis 2 minutes, c'était très important que ce soit 2 minutes, parce que le fait de revoir celui-là, j'ai l'impression pour moi que je suis parti dans un film qui fait 50 minutes. Et ça ne fait que 2 minutes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de donner au spectateur, quand il veut, la possibilité de s'arrêter 2 minutes, une fois par semaine, 10 fois s'il veut, hein, maintenant avec la possibilité d'enregistrer, mais 2 minutes seulement. Et 2 minutes seulement, on peut les consacrer, et puis on va apprendre quelque chose. Moi, j'ai appris à chaque fois en montant tous ces sujets, parce que dans les 50 personnages, j'en connaissais quoi, 4, et j'ai découvert. Et c'est ça qui est formidable. Vous connaissiez Léopold Sédar Senghor ? Oui. Mais pas toute l'histoire de Senghor. Mais pas tous les éléments, voilà, forcément. Bien sûr, ça, à chaque fois, c'est une ouverture, parce que c'est ces messieurs hein, qui connaissent un peu toute une... Mais moi, j'ai pas besoin de connaître toute l'histoire. J'ai besoin de savoir qui est ce monsieur,
que je connaissais bien sûr, mais tous les autres portraits. Voilà, ça me suffit de faire un voyage avec eux en 2 minutes. Je veux plus, eh ben j'achète le travail de ces messieurs, je vais chercher leurs livres. Qui va être d'ailleurs accessible à tout le monde, puisqu'il va être diffusé aussi sur France O. Jean-Yves Le Naour. Oui, c'est vrai qu'on connaît Léopold Sédar Senghor. Là, il s'agissait de le raconter et de raconter cet épisode de juin 40, quand les Allemands envahissent la France et se retrouvent confrontés aux troupes noires ou aux troupes nord-africaines, qui sont des troupes pour eux de troupes de couleur, et conditionnées par le racisme scientifique de la propagande Goebbels. Pour eux, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes singes, ce sont des animaux, ce sont des bêtes. Et c'est pour ça qu'on peut les tuer. On sépare les blancs des noirs. Les blancs, on ne va pas les tuer. Voilà, ce sont des hommes, les Français. On les reconnaît comme tels. Les autres, à Chasselet, là, les 188 morts de Chasselet, du 19 et du 20 juin, on sépare les blancs des noirs, on mitraille les noirs et on roule dessus avec les chenilles des chars et des automitrailleuses. Mais ce ne sont pas des hommes. C'est comme plus tard les Juifs. C'est la même chose, c'est de la vermine, vous comprenez? Donc on peut les tuer. Daniel Maxime. Ce que raconte cette histoire aussi, c'est pas simplement ces horreurs-là, c'est l'attitude de ceux qui l'ont subi et qui était le rejet et le refus de tomber dans le piège. Dans les poèmes de Senghor, il dit « Et nous sommes là, et il y a Dupont et Durand et tout ça. On sépare les Noirs des Blancs, mais ils veulent pas, eux. Et ils reconnaissent qu'ils sont dans un combat commun. Autrement dit, ils sont en avance en termes de reconnaissance du rejet de la discrimination et du racisme. Un exemple, la suite de cette histoire. Quand les Allemands occupaient l'Alsace-Lorraine après, et que la libération commence, il y avait les bataillons antillais de la France libre, donc les gens qui avaient fait la dissidence dont je parlais là-bas, qui ont été formés aux États-Unis, qui ont pris le bateau, qui sont arrivés et qui ont fait la libération par le sud, en remontant le Rhône. Et c'est eux qui libèrent Strasbourg. Mais quand ils arrivent, il y avait, la propagande allemande avait mis, attention, il y a des sauvages noirs, c'est facile de reconnaître, ils sont noirs qui arrivent, ils vont vous tuer. Et il y a un de ces dissidents, on le voit dans le beau film de Zane Palsy sur la résistance, parcours de combattants, on le voit, ils arrivent dans des villages et les gens se cachent. Parce qu'il ah ben oui, il y a des gens, alors que ce sont leurs libérateurs. Et il y en a un qui raconte, c'est très très beau, parce qu'il dit, nous on est des humains, nous on vient défendre des gens pour la liberté, et ils ont peur. Et alors, c'est très beau, il dit, voilà, il y a un qui a fait comme ça, et il a, ah mais vous n'êtes pas me tuer. Il dit, mais non, je viens te libérer. Et vous voyez comment la conscience vient, parce que ceux qui avaient cette conscience, le refus du racisme en eux, justement, ont permis de faire cette avancée, et on fait en quelque sorte progresser cette idée que ça n'est pas une question de race, de peau, d'ethnie, etc., mais qu'on doit la dépasser lorsque ce sont des combats pour la liberté. Juste une anecdote. Bakary Diallo, qui est un tirailleur sénégalais, raconte qu'avec plusieurs camarades, ils ont fait prisonnier un soldat allemand. Et le soldat allemand est alors désespéré, il est persuadé qu'il va être mangé peut-être même, hein, atrocement mutilé, qu'on va le tuer, c'est foutu. Et Bakary Diallo lui dit mais non, tu es fait prisonnier et tu rentreras un jour chez toi en vie, ce qui n'est peut-être pas notre cas, parce qu'on va continuer le combat. Et puisses-tu témoigner plus tard auprès de tes semblables de la barbarie des races humaines, toutes sauvages. Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit celui dont je parle, qu'il a dit à la personne. Il lui a dit, ben voilà, vous allez voir que donc il n'y a pas d'inférieur. Vous voyez, ça rejoint cette histoire. Ça. Et Bakary Diallo sera un des 50 personnages. Ah oui. Dans peu de temps, on est dessus avec Rachid, il sera fini d'être monté. Parce que ce qu'il faut dire, c'est aussi notre idée était de dire, on va prendre du temps. Certes, on a 2 minutes, mais ça va durer 1 an. Chaque semaine sera dédiée à un personnage. D'abord, ça va permettre de débattre comme on débat. Les enseignants pourront en parler en classe. Les journaux pourront faire des articles. C'est aussi de s'arrêter sur ces anonymes de l'histoire. Bakary Diallo, dont on vient de parler, on est peut-être 0,01% des Français à connaître son nom. Ce monsieur nous raconte un temps dans l'histoire merveilleux. Parce qu'il nous raconte que le regard, il a su dépasser tout le poids du colonial, tout le poids du racisme. Il a su retrouver de la fraternité où il n'y en avait plus, et dans l'horreur de la guerre, arriver à être humain. Ça, c'est une leçon qui mérite peut-être 2 minutes de film, mais une vraie semaine où la nation simplement s'intéresse. Ça veut dire quoi? 5, 6, 7, 8 millions de personnes vont le voir sur France Télévisions, ou vont le voir sur France O, ou vont le voir sur TV5, ou le verront sur le net. Mais en 2 minutes, vous pouvez introduire la conversation à plusieurs autour d'un récit comme celui-là. Alors, il y a aussi des soldats venus d'Asie, oui. Notamment du Vietnam. Tout à fait, Do Huy. Voilà, on va voir justement le portrait du capitaine aviateur Do Huy.
Qui se souvient du premier grand aviateur vietnamien de l'armée française? Il s'appelait Dou Huy. Il est entré à Saint-Cyr à l'âge de 21 ans en 1904, après des brillantes études d'agent de saillie. Sous-lieutenant d'infanterie en 1906, il est affecté au Maroc. Il se passionne alors pour les aéroplanes, rêvant d'être le Blériot anamite, et obtient de retour en France en 1911 son brevet de pilote. Il revient au Maroc en 1912 et participe aux opérations militaires. En 1914, il retourne en Indochine, mais reviendra à sa demande en France pour se battre. Il participe alors à de nombreux vols de reconnaissance. Mais en avril 1915, alors qu'il est en mission dans de terribles conditions atmosphériques, il se crache. Les séquelles physiques sont très graves. Les médecins sont explicites. Il ne pourra plus jamais piloter. Il faut être doublement courageux car je suis français et anamite, affirme Dou Huy, qui demande à revenir alors dans la Légion et obtient exceptionnellement le commandement d'une compagnie. Le 9 juillet 1916, alors que de nombreux anamites ont rejoint le front, il est tué lors d'un assaut meurtrier. Sur sa tombe, on peut lire « Mort au champ d'honneur pour son pays d'Annam, pour sa patrie, la France ». En 1921, son corps est ramené au Vietnam, où son histoire a déjà rencontré le mythe. Récit lu par Jamel Debbouze, qui change un peu de registre, mais à chaque fois, là, ceux qui ont lu les histoires, il y a quand même un sens qui les concerne aussi. C'est voulu, ça ou... Non, l'idée qu'on avait d'abord, on ne raconte pas l'histoire potentiellement du pays, de ses grands-parents, de ses parents ou le sien. C'était une idée de dire, cette histoire, elle est universelle. Donc on a toujours discuté, par exemple Lilian a réécrit des bouts de son texte, Jamel a rigolé, et à un moment, quand on lui a raconté l'histoire de Huy, au départ il disait mais pourquoi moi? Et quand il a découvert ce petit aviateur, cette histoire qu'aujourd'hui serait même pas aux normes pour entrer dans l'aviation française, à un moment il a trouvé que ça ressemblait à une histoire qui l'intéressait parce que ce récit est une vraie histoire à raconter. Quand on endort nos enfants le soir, on cherche à raconter des histoires qui vont les fasciner. Quand on est porteur d'une histoire, on s'en fout de connaître l'origine de la personne. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Oui, mais là, quand même, l'origine est importante. Elle est importante parce que, des fois, on oublie qu'au-delà du pays d'où nous on vient, à 8000 km d'ici, il y en a eu qui ont des histoires encore plus extraordinaires. Et n'oubliez pas qu'il s'est battu un moment au Maroc contre des Marocains. Et c'est intéressant que Jamel Debbouze dépasse ça, soit capable de la raconter comme une histoire universelle et collective. Donc de temps en temps, nous avons notre petit joke aussi avec Rachid, de proposer des fois à nos intervenants. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aucun, pour l'instant, a refusé un portrait qu'on lui a proposé. Ouais. C'est un jeu, certes de ping-pong, vous le verrez. Tout à l'heure, on enregistrait avec Manu Dibango qui corrigeait un texte, on était sur Damingue, un personnage des conquêtes napoléoniennes. Il avait des choses à dire sur ce personnage-là, parce qu'on parlait d'un grognard noir. Et lui, il dit, moi je veux insister sur le mot grognard noir. Parce que voilà, penser que Napoléon Bonaparte et l'histoire des combattants noirs s'écrit déjà en commun, c'est dire que depuis 2 siècles, nous sommes dans une histoire collective et commune. Il y a un exemple génial qui est le général Dumas. Qui était tellement important que Bonaparte en a conçu ombrage et a tout fait, alors que c'était un des grands généraux de la vie et qui était d'origine haïtienne avec la mère esclave et le père blanc, et qui montre à quel point la participation est ancienne à ces choses-là. Et en même temps, c'est important, encore une fois, de dire ça aujourd'hui, puisqu'il y a une espèce de discours de déni de cela, et c'est pas tellement pour parler de ces gens comme victimes, qui est intéressant, mais pour parler comme acteurs. C'est-à-dire que cette France d'aujourd'hui elle a été dans le monde comme colonisatrice, mais elle a été en retour fabriquée, édifiée dans ce qu'elle est aujourd'hui, comme hier, par le monde aussi. Et ces exemples-là sont importants à montrer. C'est ni pour une fierté, ni pour une revanche, c'est tout simplement une réalité. Césaire parlait souvent, le devoir de mémoire, je ne suis pas très pour, mais parce qu'il n'y a pas de devoir et la mémoire est libre, mais le droit à l'histoire. Le droit à l'histoire. Et on c'est beaucoup plus facile de voir des films de 2 minutes que de lire des bouquins d'histoire aujourd'hui, parce que personne ne lit, Rachid Bouchareb. Non, je dirais que ces petites histoires permettent à chacun, après, de faire un choix, d'aller plus loin, de continuer à travers le cinéma, à travers la lecture, et puis peut-être avoir On a l'impression quand même que c'est un substitut, parce qu'on sait que
finalement parler dans le cadre d'un débat ou d'un colloque sur le devoir de mémoire, sur le rôle des soldats des Outre-mer, est peut-être moins accessible ou moins ludique. Oui, puis ça parle peut-être la majorité. Je crois que les générations nouvelles aujourd'hui sont habituées à des rythmes comme ça, à des choses très courtes et tout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'envie, et ça ne veut pas dire que ça ne marque pas. Autant quand on parle du dernier portrait là, fait par Jamel, c'est vrai que le personnage, il a un visage. Hein. Il a vraiment un visage de héros. Très charismatique. Et puis, oui, il a un visage, il a une présence, il y a un acte héroïque, donc, et puis il y a la découverte, quoi. Autant pour moi j'ai découvert dans cette série des personnages, des histoires. Les frères Rouélan, c'est bien ça, me donnent envie de faire un film. Pour moi, c'est le soldat Ryan. Ils étaient 4 frères, là ils sont 7. Mais est-ce que justement l'aspect un peu 10 et 7 morts. Voilà. L'aspect un peu romancé, ces images d'archives, est-ce que ça n'enlève pas aussi une part de la réalité de ce qui s'est passé et de la prise de conscience de ce qui s'est réellement passé? Je dirais que n'oubliez pas que les archives que vous venez de voir, d'abord c'est un travail exceptionnel d'archives qui est fait actuellement par les équipes de Rachid et les miennes sur un travail où on essaye, vous avez pas de colorisation des images, on aurait pu les coloriser comme c'est la mode, on ne l'a pas fait. Les archives sont brutes, il y a autant de la photo que du film. On essaie de faire aussi replonger les gens, non pas dans une esthétique de la chose, mais de montrer qu'à l'époque, ces personnages étaient regardés. Des fois, on a même 4 portraits, c'est une galère parce qu'on n'a même pas de photos d'eux. Ils sont tellement illustres inconnus. Par exemple, Miu Piao, le seul Chinois mort pour la France, combattant en 14-18. Aucune photo de lui. Il n'intéressait tellement personne à l'époque, il n'y a rien. On est parti de sa tombe. Vous avez trouvé ces références où? De Miu Piao, dans les morts. Vous savez que vous allez sur le site du ministère de la Défense, vous connaissez tous les morts pour la France. D'accord. Sauf que qui va sur le site de la Défense pour regarder les noms, à part son grand-père ou son arrière-grand-père? Personne. Ben nous, on a été chercher, on nous a dit, il n'y a pas de photo de lui. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'image de lui qu'on ne va pas raconter son histoire. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, à travers ces petits films-là, à travers ces archives qu'on ressort du passé, qu'on arrive aussi à recréer de l'émotion et que les gens arrivent à prendre conscience de ce que c'était. Être aviateur en 14, c'est pas comme prendre un Boeing aujourd'hui. Hein. Il fallait avoir, mais alors vraiment une sacrée niaque, c'est le cas de le dire, pour monter dans un avion et aller combattre. Quand on explique, regardez ces petits zingues, aucun d'entre nous, à part dans un UM, aurait le courage de faire ça aujourd'hui. À la fois, il y avait du courage, mais un double courage. Écoutez cette phrase de Douyi. Il fallait être à la fois fils d'un âme et fils de France, combattre pour son pays et sa patrie, mais il lui a fallu un courage incroyable pour faire une carrière dans un monde raciste, où on ne voulait pas d'officiers et de sous-officiers, et encore moins d'aviateurs. Je rappelle que l'armée américaine, en 14-18, refusera qu'il y ait des aviateurs noirs au front. Et même des combattants noirs. Exactement. Les régiments noirs américains, le commandement américain ne veut pas les envoyer au front. On pense que ce sont de mauvais soldats qui vont se débander au premier coup de fusil. Et donc finalement, ce sont les Français qui vont demander à ce que ces soldats soient intégrés dans l'armée française pour les emmener au feu. Alors que, parce que eux s'étaient engagés pour combattre, justement. On fera un portrait d'ailleurs d'un de ces personnages, c'est James Reese Europe, qui est quelque part celui qui a apporté le jazz en Europe et qui va donc se battre avec les Fighters. C'est une histoire incroyable. Rachid aurait presque pu faire un film de 2 heures sur ce personnage. Rachid a déjà 50 films en préparation. C'est ça, on a fait 50 longs métrages. Voilà, on a fait 50 pastilles et depuis c'est pratiquement 50 films parce que lui c'est un personnage incroyable et si notre culture est imprégnée du jazz, c'est certainement grâce à lui et à son groupe qui s'engagent tous volontaires. Ils sont des joueurs de jazzman. Aux États-Unis, ils sont tous volontaires et ils partent ensemble pour venir se battre en France. Et c'est grâce aux Français qu'ils seront des héros. Alors vous avez évidemment montré le projet de ces pastilles de 2 minutes sur l'histoire de tous ces soldats venus des Outre-mer à des professionnels. Oui. Réaction, parce que dans le dossier de presse, vous dites oui, tout le monde est totalement motivé. Oh là là, on va en avoir plein qui vont pas être contents. Non, on entend déjà ces voix lointaines nous dire oui, il va nous faire croire qu'il y a les Noirs et les Arabes qui ont libéré la France. On est tranquille. Ah, vous avez déjà entendu ça? On l'a déjà entendu sur un plateau de télévision avant même que la série démarre. Vous voyez comme quoi les préjugés ont long terme. Non, je pense que ce qui va être... Là, on vient de voir quand même un Asiatique. Et vous vous rendez compte, ça va déjà casser. Et puis bientôt un Breton, et puis même des Corses, il va même y avoir des... Vous vous rendez compte, des Lituaniens, Romain Gary, un Lituanien. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ce pays pour sauver la France? Ça, c'est intéressant. Pardon? Manoukian. Manoukian, mais comment ils osent nous parler Manoukian? C'est génial. Et après, les commentateurs, là, ceux qui lisent, pour l'instant, on a Roche Dizem. Je pense que Bakri va se faire énormément attaquer ou Yvan Attal d'avoir osé commenter ces films. C'est ça aussi qui est peut-être l'idée très forte que l'on a eue avec Rachid. Et je tiens à le dire aussi, et rendre hommage ici à un ministre, peu de gens le font en ce moment, c'est Kader Arif, qui a été le ministre qui a tout de suite accroché sur cette série. Quand on en a parlé avec Rachid et lui, il a trouvé que cette idée, qu'elle mise de l'ancien combattant et de la mémoire depuis, c'est tout nouveau comme
qualificatif maintenant, et c'est important de dire la mémoire, c'est de partir de cette histoire pour écrire une histoire de citoyenneté. Et ça s'est fait en un temps extrêmement court. Entre l'idée, Roland Garros va montrer le premier film, 6 mois à peine avant, rien de tout ça n'était prévu. Rachid et moi n'avions pas du tout prévu de passer ce premier semestre. Alors, vous êtes partie prenante au projet, Daniel Maximin ne l'est pas. Vous m'avez pas donné votre réaction sur les films que vous avez vus. A priori, j'étais un peu embêté inquiété par cette histoire de vedettes qui vont venir pour faire le buzz, quoi, en disant on va demander à des vedettes de parler de ça. Vous savez, ce sont des vedettes qui ont lu les commentaires, je sais les bien. textes, là. Je trouve ça très bien. Oui. Pourquoi? Parce que d'avoir laissé le noir et blanc et la distance, c'est très important parce que ce qui manque aux jeunes d'aujourd'hui, c'est la conscience de la distance, du temps. On appuie sur un bouton, on a tout, Internet, etc. On a besoin de cette dimension, c'était avant. Et pour montrer que, les combats, c'était avant aussi, et que les victoires, c'était avant aussi, et que la conscience, c'était avant aussi, que c'est pas d'aujourd'hui qu'on commence, par exemple, un combat antiraciste ou un combat pour la dignité ou la citoyenneté. Ça a commencé avec la France moderne. Oui. Donc ça, c'est important. Et d'autre part, je crois que c'est intéressant aussi, ces petites vignettes, d'investir le monde du clip, le monde des choses, pour montrer qu'il y a aussi autre chose qu'on peut montrer, et que l'histoire, il avait des livres avant, parce qu'il y avait des livres pour tout le monde, il y avait que ça, et qu'avec la télé, on a fait des grands films historiques, on a fait des grandes séries au début de la télé en noir et blanc pour montrer aux gens l'histoire, et qu'aujourd'hui, je trouve intéressant d'investir un mode, en effet, court, parce que y a la durée est quelque chose qui disparaît, notamment au niveau des jeunes, dit-on, mais que là, c'est intéressant parce que les 3 choses qu'on a vues, c'est les 3 premiers que je vois, c'est complet. C'est-à-dire que d'abord, ça donne envie de continuer, ça donne envie d'en savoir plus, et en même temps, c'est pas une espèce de ersatz on a tout compris sur Senghor, on a tout compris sur cet anamite avec Donc je crois que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et puis aussi pour ça, je vois ça dans les 3 cas, ça n'est pas une histoire de victime, parce que c'est ça le grand piège dans lequel souvent on met, c'est que on veut bien même demander pardon, mais voilà, c'est une histoire de gens, c'est pas de vainqueurs, mais de gens qui sont dans une humanité avant d'être d'une couleur, d'une race, d'un pays ou dans une profession. Rachid Bouchareb, la réaction alors des professionnels ou des plus jeunes à qui vous avez pu montrer les films? Non, mais pour l'instant, on est complètement au début. Bon, Pascal parle de quelques réactions négatives, mais moi, je vois la réalité. La réalité, c'est que dans ce film, il y a Elsa Zilberstein, Samuel Le Bihan, Marc Lavoine, Jean-Pierre Bacri, Podalides et d'autres qui vont venir s'ajouter. Léa Seydoux qui a dit oui. Et puis la liste, elle est voilà. Il n'y a pas seulement Jamel Debbouze, il n'y a pas seulement Roche Dizem, il n'y a pas seulement Lilian Thuram. Il y a toute la France. Quand je dis toutes les Frances, comme vous dites. Voilà, c'est ça la réponse, c'est que l'enthousiasme de Marc Lavoine, l'enthousiasme de Jean-Pierre Bacri, voilà, l'enthousiasme de tous les citoyens de ce pays, et au-delà de ce pays, de l'outre-mer et de voilà. Mais en même temps, pardon, mais c'est pas une pétition signée au bas d'un truc pour le racisme. S'ils sont enthousiastes, c'est parce qu'ils ont vu des choses, c'est parce qu'il y a des images, et donc c'est la leçon de l'histoire qui apparaît comme une évidence. C'est pour ça qu'on dit, mais il n'y a pas de débat qu'on voit ça. C'est une réalité, Et puis à chaque fois, il y a une discussion. Oui, et à chaque fois, il y a une discussion, et à chaque fois, souvent, on essaie de leur envoyer des images et le texte. Quand même, ils doivent savoir ce qu'ils ont à faire et s'ils ont envie. Et puis après, on en parle, quoi. Et c'est toujours des discussions, et les discussions sont plus longues que le temps de travail. Et que je ne pouvais rêver mieux que d'une conclusion comme celle-là. Toutes les France rend hommage aux soldats des Outre-mer. Merci Pascal Blanchard, merci Jean-Yves Le Naour, merci Rachid Bouchareb, et merci Daniel Maximin. Le débat se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.